L'argent, c'est bon. Et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres, et c'est bien fait. Bonjour. Ça fait maintenant quelques temps que je travaille sur le sujet des sectes, et je peux vous garantir que celle-ci, je pense qu'elle fait partie de mon top 3. Aujourd'hui, je vous présente la secte de Raël. Mais avant toute chose, laissez-moi vous raconter la folle histoire d'un homme, celle de Claude Vorillon. Claude Vorillon est né en 1943 dans un petit village à côté de Clermont-Ferrand. À sa majorité, il monte à Paris pour essayer de devenir chanteur et entamer une carrière. Sacré belle gueule que je ne travaille depuis bientôt 20 ans. Mais ça a pas bien marché. Sa carrière s'est donc terminée un petit peu prématurément et il s'est dirigé sur son autre grande passion, le sport automobile. Et c'est ainsi que fin des années 60, il crée une revue qui s'appelle Autopop. Mais comme vous le savez, en 1973, il y a le choc pétrolier, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, les courses automobiles ont été provisoirement interdites justement pour économiser de l'essence. Et par effet boule de neige, sa revue a fait faillite, et le voilà revenu à zéro. Il revient sur ses terres natales, et en décembre 1973, il va vivre l'événement qui, selon lui, va faire basculer le reste de sa vie. Il va rencontrer des extraterrestres. Alors qu'il se promenait autour d'un volcan auvergnat, il regarde un petit peu dans le ciel et là il voit apparaître une soucoupe volante qui s'approche de lui et qui atterrit juste à côté de lui. À ce moment-là, il y a un extraterrestre qui sort par des escaliers en dessous de la soucoupe et qui se dirige vers lui. L'extraterrestre se présente à lui et lui révèle qu'il vient d'une planète très lointaine du peuple des Elohim. Et selon cet extraterrestre, ce serait ce peuple venu d'une planète lointaine qui aurait créé l'espèce humaine et qui l'aurait exportée sur notre planète. C'est à ce moment-là que cet extraterrestre va charger Raël de promouvoir ce message et de faire connaître le peuple des Elohim. C'est alors que l'extraterrestre le nomme Raël. Après cet événement quelque peu rocambolesque, Raël va consacrer 100% de son temps à la propagation de ce message, et cela va forcément susciter la curiosité de la presse. C'est alors qu'il va être invité sur le plateau télévisé le plus populaire de l'époque, le Grand Échiquier, présenté par Jacques Chancel. Maintenant, on croit pas. Si on pense, écoutez, il y a d'autres possibilités. Je vous l'ai déjà dit. Si on pense que ce que je dis est vrai, j'ai juste fait un travail de messager, et à ce titre-là, je crois que ce que je fais est bien. Et si on pense que ce que je dis est faux, j'ai une imagination tellement fantastique que je mérite aussi le respect au point de vue auteur de science-fiction. Croyez pas? Il me semble. Et suite à cette émission, c'est l'explosion. La chaîne de télé va recevoir des milliers de lettres provenant de téléspectateurs qui ont cru au message de Raël et qui ont surtout proposé leur aide. Alors, vous allez me dire pourquoi autant d'engouement? Aujourd'hui, on n'aurait certainement pas la même chose. Pour comprendre ça, il faut se remettre dans le contexte des années 70, où les premières théories d'ovnis commencent à arriver. Les médias relaient de nombreux témoignages de personnes qui disent avoir aperçu des ovnis. Et automatiquement, il y a une croyance un petit peu populaire qui s'installe, et beaucoup de personnes croient en cette théorie des ovnis. Et Claude Vorillon, qui est loin d'être stupide, a joué avec ça et savait pertinemment qu'en disant ça à la télé, ça allait provoquer un engouement très fort autour de son discours. Et c'est à partir de là qu'il va réussir à recruter un nombre incalculable d'adeptes et commencer à monter sa propre secte. Nous sommes en 1974 et Raël crée le MADER, le mouvement pour l'accueil des Elohim, créateurs de l'humanité. Il met alors en place tout un stratagème où l'objectif est de recruter de nouveaux adeptes qui viennent justement à l'intérieur de la secte. Dans sa doctrine, il dit notamment être allé sur cette planète en soucoupe volante avec les extraterrestres, où il aurait rencontré le peuple des Elohim, mais également il aurait rencontré sur cette planète Bouddha, Moïse, Jésus et Mahomet, qui seraient maintenus en vie grâce à une technique scientifique qui est la duplication de l'ADN. Oui. Et l'objectif serait d'apporter cette technique de leur planète sur la nôtre pour que nous puissions avoir la vie éternelle. D'ailleurs, lorsque vous entrez dans la secte de Raël, il vous fait une sorte de baptême en posant sa main sur votre front, et à ce moment-là, en fait, il dit sauvegarder votre empreinte génétique pour pouvoir la donner aux Elohim et qu'ils puissent, du coup, dupliquer votre ADN et que vous puissiez être immortel. Voilà, c'est à peu près le concept. Petite parenthèse sur un fait intéressant, Raël a dit que cette planète était à 1 année-lumière de la nôtre. Il y a juste un petit problème, c'est que l'étoile la plus proche de nous se trouve à 4 années-lumière, c'est Proxima du Centaure. Du coup, il y a un petit souci, mais bon, plus c'est gros, plus ça passe. Bref, et voyant qu'il y avait de plus en plus d'adeptes qui rentraient dans la secte, il a vite fallu que Raël rentabilise cette affaire.
Dans la plupart des sectes, quand vous rentrez à l'intérieur, le gourou va vous demander un don qui est proportionnel à votre salaire annuel. En général, on est autour de 10-20%. Dans la secte de Raël, c'est un petit peu compliqué à mesurer, mais on est autour de 10%. C'est-à-dire que chaque adepte, en rentrant dans la secte, donne environ 10% de son salaire annuel à Raël. Alors bien évidemment, ça peut être plus, on donne ce qu'on veut. Mais du coup, il a fallu les justifier ces dons. Il fallait pas qu'on puisse penser que Raël utilisait cet argent à des fins personnelles. Du coup, la meilleure méthode qu'il a trouvée, c'est de construire une ambassade pour les extraterrestres. Ça ressemblait à ça. Alors selon Raël, cette ambassade va nous permettre d'accueillir les extraterrestres quand ils vont venir sur notre planète vers 2035. Quelque chose comme ça. Raël dit ne pas s'enrichir sur le dos de la secte à des fins personnelles. Ça a été remis en question notamment dans un rapport parlementaire de 1999, dont je vais vous lire un petit extrait. La distribution de revenus est avérée sans que l'identité du bénéficiaire ne soit communiquée à la commission. Les montants en cause montrent les possibilités d'enrichissement offertes par les sectes. 748 000 francs pour le mouvement raélien, seulement entre 1987 et 1989. Peut-être ouvrir une secte, moi, tiens. Et dans ce rapport parlementaire, on apprend également que le mouvement raélien utilise de la vente pyramidale en utilisant une société NSA France. Alors qu'est-ce que c'est que la vente pyramidale? Alors c'est une escroquerie qui est illégale dans la plupart des pays, et c'est une escroquerie qui vise en fait à transformer un client en vendeur. Je vais vous expliquer avec un petit schéma. Alors imaginez que ce petit bonhomme c'est Raël, on l'appelle de manière générale l'initiateur du système, d'accord? Dans un système de vente pyramidale, c'est comme ça qu'on l'appelle. Maintenant, imaginez, Raël va vendre son livre à 2 personnes, ok? Donc on va dire que c'est ses 2 clients, il a 2 clients à qui il va vendre ses livres. Dans un système classique de vente, ce serait 2 clients qui repartiraient avec leurs produits et basta. Et bien dans un système de vente pyramidale, c'est plus compliqué que ça. En fait, on va transformer les 2 nouveaux clients en vendeurs. C'est-à-dire que dans une secte, on va les transformer en adeptes. Et à leur tour, ils vont vendre le livre, encore une fois, à plusieurs personnes, etc., etc. Ce qui fait que mécaniquement, on va avoir une augmentation du nombre d'adeptes, mais à chaque fois, en fait, à chaque strate de la pyramide, tout l'argent qui est récolté remonte à l'initiateur. Dans notre cas, à Raël. Donc c'est un système où tous les vendeurs sont bénévoles, donc du coup, un coût zéro pour un bénéfice très fort. Ce système de vente, il ne faut pas le confondre avec le système de vente multiniveau. Vous savez, c'est ce système qui permet de vendre des produits directement au domicile de clients, par exemple. Bon, et puis également, passons sur les porte-à-porte que Raël a organisé uniquement pour entretenir ses voitures de course. Bon, et puis pour les impôts, je vais même pas me fatiguer à vous expliquer. Mais c'est vrai que le siège est en Suisse quand même. Et avec le fils, comment ça se passe? Avec le fils, ça va très bien, puisque moi, j'habite pas en France. Ouais. C'est pour ça que tu n'habites pas en France? Non, mais je veux dire, je voyage autour du monde, donc j'ai aucun problème. Si je passais plus de Tu payes des impôts où? Voyageant autour du monde, j'en paye nulle part. Et évidemment, dans la secte, il existe une petite boutique où vous pouvez notamment acheter ce genre de collier. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit collier que tous les adeptes à peu près portent, et c'est un catalyseur psychique qui est utilisé lors des tentatives de communication avec les Elohim. Un catalyseur. Ça va plus vite du coup. Bon du coup tout ça c'est juste un max de bénéf en fait. On a parlé argent, mais au final, qu'est-ce qui s'y passe exactement dans cette secte? Lorsqu'il a créé sa secte, Raël n'a pas surfé uniquement sur la mode des ovnis, il a surfé également sur une autre mode des années 70, le libertinage. Qu'on se le dise, Raël, il aime bien la bonne chair. Et ça tombe bien, parce que les extraterrestres, eux aussi. Selon eux, la sexualité n'est absolument pas défendue, au contraire, elle rendrait plus intelligent. Et du coup, selon ce principe, Raël a fait tourner un petit peu sa secte autour de ça, autour de la sexualité libre. Et notamment, lorsque vous entrez dans la secte, vous participez à un stage de méditation sensuelle. Ça dure 9 heures. Imaginez-vous, avec ses yeux, ce nez, cette bouche, ses cheveux, avec ce regard. On fait du naturisme, du nudisme sur le terrain. Quand on voit toutes les femmes habillées, par exemple, je parle pour les hommes, là, tout le monde est excitant, mais quand on voit tout le monde tout nu, finalement, c'est nettement moins excitant. Et puis, s'il y a une personne qui vous excite, c'est tout d'un coup parce qu'elle a un regard intéressant. Et c'est plus du tout parce qu'elle a une paire de seins plus grosse que les autres. Ça s'oublie très vite. Quand tout le monde est nu, on est forcé d'être plus vrai. Et selon Raël, ce genre de choses peut vous faire atteindre l'orgasme cosmique. Ouais, ça vaut le coup. Dans cette secte, Raël a mis en place des ordres religieux, alors notamment les anges. Alors qu'est-ce que c'est? Les anges, en fait, ce sont des femmes qui sont dévouées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au prophète, à Raël. Quand il parle des anges, Raël dit, je cite, « Il s'agit d'un ordre religieux
Un peu comme les bonnes sœurs, mais à une différence près. Vous l'avez compris, hein. Alors ensuite, il y a l'ordre des cordons dorés. Ce sont également des femmes, mais là qui ne lui sont pas dévouées 24 heures sur 24, mais qui doivent s'abstenir sexuellement, sauf avec Rahel. Voilà. Et si Rahel veut une relation intime avec l'une des cordons dorés, elle ne peut pas refuser. Si elle est intéressée pour avoir un moment de sensualité avec quelqu'un d'autre, c'est formidable. Et non seulement je ne vais pas la freiner, mais je vais même l'encourager. Et je sais qu'elle reviendra avec moi. Plus je la libère, plus elle reviendra avec moi. Et si elle ne revient pas, c'est que vraiment elle a trouvé quelqu'un qui la rend plus heureuse. Et c'est formidable. Et en termes de sexualité, ce cher Rahel a également une doctrine pour les enfants. Selon lui, il faut éveiller les enfants le plus tôt possible à la sexualité, si possible dès l'âge de 5 ans, et notamment par la masturbation. Et clou du spectacle, il y a un dernier ordre, l'ordre des chérubins. Alors les chérubins, ce sont des fillettes de 8, 9, 10 ans qui doivent se réserver pour le prophète. Voilà. Bon, on va changer de sujet, hein. Comme vous avez pu le constater, dans cette secte, tout tourne autour de Rahel. Il est vraiment au centre de tout. Et derrière ces apparences, Rahel tient des positions idéologiques et politiques extrêmement fortes. Il milite notamment pour ce qu'on appelle la géniocratie. Alors qu'est-ce que c'est la géniocratie ? Alors c'est tout simplement le fait de pouvoir avoir le droit de vote uniquement si on est à 10% au-dessus du QI moyen. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple au QI moyen, vous ne pouvez pas voter. Et on est éligible que lorsqu'on est 50% au-dessus du QI moyen. Alors bien évidemment, je vous laisse deviner où Rahel se place dans tout ça. Et pour propager son idéologie, au début des années 2000, Rahel a notamment conçu une école privée qui s'appelait Enixia. Cette école privée avait pour but de recruter des enfants avec un QI plus élevé que la norme. Il faisait notamment passer des tests de QI à l'entrée qui facturaient 500 francs. Et dans cette école, on apprenait la doctrine de Rahel et tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, y compris la sexualité, etc., etc. Fin des années 90, la secte commence à s'essouffler. Pourquoi ? Notamment parce que la justice et les politiques commencent à se mêler de son cas et l'affichent comme étant une secte. Les médias font également leur travail et contribuent à ternir l'image de la secte. À ce moment-là, Rahel va avoir une idée et va surfer sur une nouvelle tendance, le clonage. Fin des années 90, la science annonce avoir cloné la première brebis, la fameuse Dolly. Occasion en or pour Rahel de prendre le pari de réussir à cloner pour la première fois un être humain. Bah oui, ça tombait bien parce que ça colle plutôt bien à son discours d'immortalité et de duplication de l'ADN et ce genre de bêtises. Et du coup, il commence à faire beaucoup de propagande autour du fait que les Rahéliens deviendraient complètement immortels grâce à cette solution du clonage. Il va donc monter une société, Clonaid, qui aura pour but justement de faire de la recherche sur le clonage et de mettre au point les premiers tests de clonage humain. À la tête de cette société, il va y placer une adepte qui est docteur en chimie, Brigitte Boisselier. Pourquoi ne pas s'être placé lui-même à la tête de la société ? Et en fait pour deux raisons. La première, c'est parce que Brigitte Boisselier est connue justement pour ses diplômes et qu'elle a eu des connaissances en sciences, bon, rien en médecine et rien en biologie. Et deuxièmement, tout simplement pour se prémunir des risques juridiques que le clonage humain pourrait impliquer. En effet, à la fin des années 90, le président Bush et également le président Chirac se sont exprimés et ont milité pour une interdiction sur le clonage humain. Du coup, s'il y avait un problème, c'était Brigitte Boisselier qui prenait, Rahel, il était tranquille. Clonaid va donc commencer son opération marketing et va vendre ses opérations de clonage 200 000 $. 200 000 $, alors que derrière, il n'y avait rien de tangible. À ce moment-là, une personne dénommée Mark Hunt va se greffer au projet et va donner beaucoup d'argent. Il va donner 500 000 $. Alors, pourquoi il va faire ça ? C'est pas parce que c'est un adepte de la secte, c'est tout simplement parce qu'il a perdu son fils, qui était âgé de 10 mois, d'une malformation du cœur. Et en entendant le discours de Rahel, il a cru que le clonage pourrait faire revivre son fils et qu'il pourrait le revoir. C'est pour ça qu'il a contacté Rahel et qu'il a investi 500 000 $. Bon, évidemment, Rahel, ça lui a pas fait fondre son petit cœur, il a accepté. Et c'est alors que Brigitte Boisselier va annoncer la première naissance du premier bébé clone. I'm very, very pleased to announce that the first baby clone is born. Le hic dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Il y a des perquisitions qui sont faites dans les laboratoires de Clonaid, rien, il n'y a aucune trace de bébé cloné, il n'y a rien de tangible. Et tout ça, ça commence un petit peu à faire douter la justice et la presse. Avec l'ampleur médiatique qui commençait à augmenter, Mark Hunt a décidé de se retirer du projet et Rahel s'est dédouanée de toute responsabilité, comme prévu, et c'est Brigitte Boisselier qui a dû tenir la baraque toute seule.
Et à partir de là, elle s'est ridiculisée complètement dans les médias en essayant de donner des arguments comme quoi les bébés étaient dans un autre pays, ils n'étaient plus trouvables, enfin bref, tout le monde a compris que tout ça c'était du pipeau et que c'était une grande supercherie. On soupçonne donc de faire un coup de pub. Vous avez dit en début de semaine, des prélèvements ADN seront effectués mardi, et on aura la preuve que cette expérience a bien été faite, c'était donc avant-hier. Alors est-ce que ces prélèvements ont été réalisés et est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui des premiers résultats tangibles? Ok, donc ces prélèvements n'ont pas été réalisés pour l'instant, on a dû repousser parce que je pense que vous avez probablement entendu parler des événements qui ont entouré Cloned pendant ces 2 derniers jours, trois derniers jours. Nos établissements en Corée du Sud ont été investis par la police avec beaucoup de fracas. La justice a vite lâché l'affaire et a vite compris que c'était juste une supercherie qui permettait à la secte de faire parler d'elle et d'augmenter son nombre d'adeptes. Et selon Raël, c'est ce qui s'est passé. Mais dans la réalité, selon plusieurs témoignages, c'était pas vraiment ça. En réalité, cet énième mensonge de Raël a provoqué des départs en série au sein de la secte, et notamment dans la hiérarchie du mouvement raélien, et ces personnes, en sortant, ont fait des révélations sur la secte et sur Raël lui-même. Et tous ces événements ont eu pour conséquence une perte de vitesse de la secte en Europe et également en Amérique du Nord. Depuis et jusqu'à nos jours, Raël est maintenant en Afrique où il essaie de conquérir de nouveaux adeptes, et il y arrive plutôt bien. Le mouvement raélien nous rappelle que même encore aujourd'hui, une seule personne, un seul individu arrive à capter tous les pouvoirs à lui. Raël a recruté des milliers et des milliers d'adeptes et leur a fait croire qu'il pouvait atteindre un bonheur absolu. Alors que comme vous l'avez compris, derrière il y avait des vies brisées et notamment celles d'enfants. Il faut bien comprendre, c'est que les adeptes qui rentrent dans ce genre de secte ne sont ni bêtes, ni incultes, ni instables la plupart du temps. Les sectes, au contraire, utilisent une faille, utilisent parfois une période difficile dans la vie de quelqu'un pour essayer de la capter. Et la secte va lui vendre le bonheur absolu et de l'amour qu'elle n'avait pas forcément jusque-là. Prenez Brigitte Boisselier par exemple, c'était une docteure en chimie, je pense pas qu'elle était complètement bête, et pourtant ça ne lui a pas empêché de rentrer dans la secte de Raël et de même continuer à y rester, même après l'affaire Cloned. Donc surtout ne croyez jamais que cela ne peut pas vous arriver. La meilleure façon de se protéger, c'est de s'informer, de comprendre et surtout de toujours rester critique sur ce que l'on voit. Et je vais vous laisser avec ces quelques mots de Raël ô combien intelligents, et moi je vous dis à la prochaine. L'argent, c'est bon. Et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres, et c'est bien fait. Sacré sale gueule que je ne travaille depuis bientôt 20 ans. Sacré sale gueule qui va si mal à 5 mois du printemps. On dit que c'est au printemps que poussent les poissons senteurs, mais tu sais toi en venant